10e et dernière vidéo sur le chapitre de probabilité. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la notion d'indépendance mutuelle d'événements. Donc l'indépendance mutuelle d'événements, c'est un petit peu plus technique que l'indépendance 2 à 2 d'événements. Et pour cela, on va avoir besoin d'une famille A1, AN d'événements d'un espace probabilisé. On va dire que les événements A1, AN sont mutuellement indépendants, si jamais quand je prends n'importe quel sous-ensemble non vide de l'ensemble des indices entre 1 et n, c'est-à-dire que j'extrais une partie, un sous-ensemble de la famille AN, alors l'intersection de ce sous-ensemble des AI est égale au produit, quand je prends la probabilité, c'est égal au produit des probabilités de chacun des AI. Donc voici la notion d'indépendance mutuelle. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder sur un exemple ce que ça donne et on va essayer de se convaincre que l'indépendance 2 à 2 n'implique pas nécessairement la mutuelle indépendance puisqu'il y a des conditions supplémentaires. Dans un premier temps, je vais juste essayer de regarder ce qui se passe dans le cas n égale à 3 avant de faire l'exemple. Dans le cas où n égale à 3, vous remarquez qu'il va falloir avoir la propriété P de A1 inter A2 est égal à P de A1 multiplié par P de A2, puisque j'ai bien extrait un sous-ensemble d'événements A1, A2, et je dois avoir donc cette propriété-là pour les indices 1 et 2, mais aussi pour les indices 2 et 3, et aussi pour les indices 1 et 3. Donc je dois déjà démontrer 3 égalités. Mais je dois aussi avoir la même chose pour la probabilité de A1 inter A2 inter A3, et il faudra que je démontre que c'est égal à la probabilité de A1 multiplié par la probabilité de A2 multiplié par la probabilité de A3. Faisons-le. Démontrons, si c'est démontrable, certaines formules. Donc, soit vous mettez sur pause pour résoudre l'exemple tout seul, soit vous écoutez la convection. On va lancer 2 dés équilibrés, donc. Et on va noter le premier dé porte un résultat pair A, le deuxième dé porte un résultat pair B, et la somme des résultats pairs C. Bien entendu, on lance 2 dés équilibrés, l'univers c'est l'ensemble des entiers 1, 6 au carré, et le cardinal de l'univers c'est 36. On va bien entendu rappeler qu'on est dans une situation d'équiprobabilité dans la mesure où les dés sont équilibrés. Et on va dénombrer les éléments des issues favorables à A élémentaire. A, c'est assez simple, le premier dé tombe sur paire, donc résultat 2, 4, 6, et le deuxième dé, il tombe sur ce que l'on veut, donc résultat entre 1 et 6. Donc le cardinal de A, il comporte 3 fois 6, 18 éléments, et donc 18 sur 36, 1 demi. P de B, je vais aller un petit peu plus vite, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est le deuxième dé qui tombe sur un résultat pair, donc il s'écrit ainsi, et le cardinal est toujours de 18, et la probabilité est toujours de 1 demi. Pour C, c'est légèrement différent, c'est la somme des résultats qui est paire. Donc soit les 2 dés tombent sur des résultats pairs, soit les 2 dés tombent sur des résultats impairs. Donc C, c'est l'union de deux ensembles, l'union de l'ensemble, donc 2, 4, 6 au carré, ou 1, 3, 5 au carré. Ces deux ensembles étant totalement incompatibles, on en déduit que le cardinal de C, c'est 3 au carré plus 3 au carré, 18, et encore un demi, mais pour une raison totalement autre. Ainsi, je suis sûr que, après ces calculs, on a des probabilités totalement identiques. Maintenant, si je regarde l'événement A inter C, A inter B, B inter C, qu'est-ce qui se passe? On voit que les trois sont égaux. Pourquoi? Parce que A inter B, c'est le premier et le deuxième dé, portent un résultat pair. Donc ça veut dire que les deux dés ont un résultat pair. Mais A inter C, si la somme des résultats est paire et que le deuxième dé a un résultat pair, le premier aussi. Pareil pour B inter C. Donc à chaque fois, c'est l'ensemble 2, 4, 6 au carré. Les deux dés ont un résultat pair. Si je calcule leur probabilité de ces événements, on voit bien que la probabilité à chaque fois vaut 3 au carré sur 36, donc 9 sur 36, un quart.
Ça prouve donc ici l'indépendance de ces deux, de A, B et C. Reste à voir s'ils sont mutuellement indépendants. Vous vous souvenez, il fallait regarder aussi la probabilité de A inter B inter C. Mais A inter B inter C, c'est exactement égal à A inter B, puisque l'événement C n'apporte rien de plus dans la connaissance si on sait déjà que le premier dé a un résultat pair et que le deuxième dé a un résultat pair. Donc la probabilité de A inter B inter C, c'est encore un quart. C'est un quart, mais c'est différent de P de A fois P de B fois P de C qui devrait être égal à 1 huitième. Donc il n'y a pas d'indépendance mutuelle. Donc on a des événements 2 à 2 indépendants, mais pas mutuellement indépendants. Effectivement, on remarque que c'est un lien avec A inter B. Vous voyez, il y a une dépendance de C par rapport au fait d'obtenir A inter B. Voilà. On continue avec deux dernières propriétés qui vont considérer l'indépendance, qui vont être sur l'indépendance mutuelle. On va prendre des événements qui vont s'appeler donc toujours A1, AN, mutuellement indépendants. Et on va, dans ce cas-là, regarder une autre famille d'événements qui sont les B1, BN. Qu'est-ce que c'est que les B1, BN? Eh bien, ça va être soit AI, soit AI bar. C'est-à-dire que si jamais je remplace certains des AI par leur contraire, alors je vais quand même avoir indépendance mutuelle de cet ensemble d'événements qui vont s'appeler les B. Cette propriété-là, je vais la démontrer par récurrence. Je vais la démontrer par récurrence sur quoi? Non pas sur n va être fixé, mais sur le nombre de BI qui vont être transformés en des AI bar. Donc, je vais noter P indice P, la propriété. Si P des BI sont des AI bar et les autres toujours des AI, P1, Pn sont mutuellement indépendants. Donc démontrons cette propriété. Alors, ça commence à P est égal à 0, c'est-à-dire qu'aucun des AI n'a été changé en AI bar. Dans ce cas-là, P de 0 est vrai, puisque A1, AN sont des événements mutuellement indépendants, donc par hypothèse, P de 0 est vrai. L'histoire, c'est que je vais essayer de changer certains des AI en des AI bar, et je vais démontrer que dans ce cas-là, mes nouveaux événements qui s'appellent les BI vont être encore indépendants. Pour cela, je vais le faire par récurrence. Donc, hérédité, l'hérédité, elle est le cœur de la récurrence. Il est ici. Alors, fixons-nous donc un entier P tel que la propriété est vraie au rang P. Cette fois-ci, il va falloir que je prenne du coup une famille d'événements BI où exactement P plus 1 des BI sont des AI bar et les autres sont des AI. Quitte à réindicer, on peut considérer que dans ce cas-là, on pourrait avoir que les premiers BI sont des AI et les derniers BI sont des AI. Quand je dis les premiers, vous voyez, j'en ai exactement N-P. Et quand je dis les derniers, j'en ai N-P, et ici j'en ai P BI qui sont des AI bar. Donc il faut que je démontre que la probabilité de l'intersection des B1, Bn est égale au produit des probabilités. Allons-y. Donc j'ai un événement de plus, j'en ai toujours n au total, mais j'en ai un événement de plus qui est un AI bar. Donc cet événement de plus qui est un AI bar, je vais essayer de voir comment le gérer. Ici, je vais vraiment essayer de l'isoler, cet événement de plus qui est un AI bar. Donc je vais m'intéresser vraiment à celui-là. Celui-ci, donc c'est A indice n-p. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder A indice n-p, intersection tout le reste. Et je vais sommer sa probabilité avec la même chose, sauf que j'ai remplacé AN-P par AN-P le tout bar. D'après la formule des probabilités totales, ceci est égal à cette probabilité. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais la probabilité de AN-P intersecté avec tout le reste, un événement B, plus la probabilité de AN-P bar intersecté avec un autre événement P,
Et ça, bien entendu, ça nous donne la probabilité de B. C'est exactement ce que j'ai écrit là. Et ceci donc me permet d'enlever l'un des événements, en l'occurrence l'événement AN-B. Mais par hypothèse de récurrence, qu'est-ce qui va se passer? Par hypothèse de récurrence, vu que j'ai un AI bar en moins, je vais pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence et je vais pouvoir écrire que c'est le produit des probabilités ici présentes. Ça, c'est le premier point. Du coup, maintenant, je vais m'intéresser à ce que je veux. Alors, ce que je veux, vous voyez ici, c'est cette probabilité-là, où j'ai exactement un événement ici de plus, qui est un AI bar. Donc, c'est l'événement AN-P qui a été transformé en AN-P bar. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que je vais remplacer, grâce à ce que j'ai fait précédemment, je vais remplacer cette expression par l'égalité précédente. Et comme je remplace par l'égalité précédente, je vais pouvoir, par hypothèse de récurrence, à chaque fois remplacer la probabilité des intersections par le produit des probabilités. Donc j'ai deux produits des probabilités entre crochets ici. Puis je regarde tous les facteurs communs dans le terme de gauche et le terme de droite. Je remarque que les facteurs communs, il y a A1, A1. Je vais aussi avoir probabilité de AN-P-1 qui va arriver ici. Et je vais avoir la probabilité de AN, de probabilité de AN bar ici. Et celle-ci ici. Voilà. Donc, si jamais je factorise, je vais avoir 1 moins la probabilité restante, 1 moins la probabilité de AN-P. Mais la probabilité de AN-P, 1 moins la probabilité de AN-P, c'est la probabilité de AN-P bar. Donc, j'ai bien le produit de tous les AI de I allant de 1 jusqu'à N-P-1 fois le produit de tous les AI bar pour I allant de N-P jusqu'à N. Et j'avais bien un AI bar en plus. Donc ici, la propriété à l'indice P plus 1 est vraie. En conclusion, si elle est vraie si on a l'initialisation et l'hérédité, elle est vraie pour tout P entre 0 et N. Donc la propriété est vraie. Voilà. Un petit peu technique cette démonstration et un petit peu difficile à comprendre en la regardant juste une seule fois. Je vous conseille de la regarder une deuxième fois si jamais vous souhaitez, ce n'est pas non plus quelque chose de primordial à retenir. Enfin, la dernière propriété plus simple, vu qu'on a démontré quelque chose de compliqué avant, on va prendre une famille d'événements mutuellement indépendants A1 à N, et on va prendre P, donc un entier entre 1 et N-1. Ce que l'on va pouvoir dire dans ce cas-là, c'est que le sous-ensemble, si on sépare en deux sous-ensembles, on prend les 1 AP d'un côté et les AP-1 à N de l'autre côté, si je fais l'intersection de tous les événements de mon premier ensemble, ou l'union, eh ben, ça va être indépendant avec l'union ou l'intersection de tous les événements de mon deuxième sous-ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je régionne les familles des AI en deux sous-ensembles, les P premiers et les N-P derniers, et à chaque fois, je fais l'intersection ou l'union de l'un ou l'autre des deux sous-ensembles, et ça me donne encore des événements qui sont indépendants de 2 à 2, puisqu'il n'y a pas plus que 2 événements. Alors démontrons-le, c'est très très simple. Alors, si jamais je veux démontrer le premier point, si je me rappelle la formule de l'indépendance, si je fais la probabilité de l'intersection, c'est bien le produit des probabilités. Mais le produit des probabilités, dans ce cas-là, je n'ai qu'à grouper en deux produits, c'est bien le produit, donc la probabilité du produit de A1 jusqu'à AP, multiplié par le produit de AP-1, de AP plus 1 jusqu'à AN. Puisqu'ils sont mutuellement indépendants, j'ai le droit de repasser à